Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus sur Sud Radio et dans votre grand débat du dimanche, on va se poser cette question des réseaux sociaux avec deux volets. Le premier, c'est un message du président de la République dans un document adressé à BFM TV. Le président de la République accélère sur cette volonté d'interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes et aux plus jeunes comprendre évidemment interdiction avant l'âge de 15 ans. Et puis une autre partie, c'est le ministre chargé de la fonction publique qui dans le journal La Tribune du dimanche explique qu'il faut tout doucement quand même se passer des plateformes américaines pour le stockage de nos données, pour le traitement de nos informations, pour certains logiciels évidemment de l'administration française. Tiens, par exemple, après le Covid, on a une grande période de télétravail, il y a eu la mode des visioconférences, et on utilise des plateformes américaines. Le ministre le dit, on a une plateforme française, il faut accélérer. D'ici 2027, on va la généraliser. L'idée qu'on vous pose ce matin et la question que l'on vous pose, c'est est-ce que la France peut réellement se passer des géants du numérique? On entend souvent cet argument qu'elle est en réalité, la France, mais l'Union européenne dans sa globalité, une colonie numérique. C'était notamment à propos de l'ancien ministre de l'économie et du redressement industriel, Arnaud Montebourg. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une idée un peu idéaliste, on va dire un idéal qu'on n'est pas prêt d'atteindre en France, notamment quand on connaît les lenteurs de l'administration? Et puis concernant cette interdiction des réseaux sociaux, est-ce que le président de la République a raison de s'y atteler un peu plus vite que prévu? Vous avez la parole, 0826 300 300. Et pour en débattre avec nos éditorialistes sur place, Mathieu Hogg, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Maxime. Et Laurent Geoffrin. Bonjour Laurent. Et Laurent Geoffrin, directeur de la publication lejournal.info et ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Première question, est-ce que le président de la République a raison, Laurent Geoffrin, d'accélérer sur cette thématique pour commencer de cette interdiction des réseaux sociaux pour les plus jeunes? Il a 100 fois raison. Pas de débat. Si, on peut débattre, au contraire. Mais... Non, mais ça, je veux dire une certitude sur le fait que le président de la République a raison de s'y atteler. Je sais pas, moi. Imaginez que sur France Télévisions et sur TF1, on puisse voir du porno SM à tire-larigot. Est-ce que ça serait accepté par le public? Alors c'est ça les réseaux sociaux. Ça dépend du public, mon cher Laurent, ça ferait peut-être pas les mêmes audiences. Par le public en général, évidemment, il y a des gens que ça intéressera, mais je parle du public en général et notamment des familles. Est-ce que ça serait considéré comme tolérable? Non. Mais c'est peut-être la différence entre les réseaux sociaux et la télévision. C'est le même accès. C'est accessible à tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde. Oui, bien sûr. Donc tous ces contenus, en principe réservés aux adultes pour ce qui est du porno ou interdits, comme les insultes, les déclarations racistes, les appels au meurtre, le trafic d'armes, le trafic de cocaïne, etc. Tout ça se passe sur les réseaux sociaux, sans qu'on fasse grand-chose, pour être franc. Et c'est une folie de faire ça. C'est une folie. Et en plus, ça, pour ce qui est de notre boutique, ça déséquilibre complètement le marché des médias, puisque il y en a qui peuvent faire des choses et d'autres pas. Donc c'est pas normal ça. Donc oui, effectivement, l'accès libre à tous les contenus des réseaux sociaux pour les enfants, c'est dangereux. Donc il a raison. Il vaut mieux interdire. Il a raison de s'y atteler. Mathieu Hogg, comment vous regardez cette question? Est-ce que c'est le rôle du président de la République? Beaucoup de débats l'avaient caricaturé le président de la République en grand censeur, y compris pour les plus jeunes. Ils avaient voulu y voir la main du maître qui voulait réduire l'accès aux réseaux sociaux. Alors, pour ma part, moi j'ai une position qui est vraiment beaucoup plus nuancée. J'ai du mal à me faire une vraie conviction très très solide sur ce sujet. Je me demande, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Laurent, mais je me demande aussi quand même si l'interdiction aux mineurs des réseaux sociaux n'est pas aussi une sorte de fausse bonne idée, c'est-à-dire que vous avez là une interdiction supplémentaire dans un monde qui quand même est de plus en plus, on a de plus en plus et on démultiplie les interdits, on a aussi quelque chose qui peut être facilement contourné, peut-être. Faudrait-il plutôt investir sur tout ce qui est prévention, accompagnement à l'utilisation du numérique et puis surtout effectivement peut-être muscler notre droit et notre réponse judiciaire lorsque par exemple effectivement il y a des cas naturellement de cyberharcèlement, de contenu illicite, etc. Plutôt aller dans cette perspective-là
plutôt que d'interdire pour toute une classe une génération, d'autant plus que ça apporte quand même en termes de sociabilisation, au moment où les jeunes sont de plus en plus isolés aussi entre eux, ça apporte aussi quand même quelque chose qui me paraît quand même aussi un peu positif. Donc on va dire, je suis plutôt nuancé sur cette question-là, et je vois pas Emmanuel Macron en grand censeur sur ce sujet-là, en tout cas spécifiquement. Sachant qu'il y a aussi une autre question, vous parliez des plus jeunes, on va dire, et de ceux qui étaient spectateurs de ce qu'on peut apercevoir parfois sur les réseaux sociaux, qui est pour les plus jeunes certes, mais en fait ça va arriver de plus en plus tôt, qui est, on va dire, le fait de pouvoir se saisir des codes avec la manipulation de l'information, les nouvelles technologies, certes le réduire, mais même pour ceux qui vont y avoir accès dès 15 ans, peut-être très rapidement mettre en place une formation, une sensibilisation, parce que beaucoup ne sont pas prêts à voir tout ce qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux. Vous parliez du porno, vous parliez du narcotrafic, il y a également toute une manipulation de l'information, et on le voit d'ailleurs, pas que sur les réseaux sociaux, mais on voit comment ça se développe, Laurent Geoffrin. C'est vrai, mais s'il faut attendre que tout le monde soit formé pour que la situation non, mais soit peut-être le mettre en parallèle aussi. Oui, alors évidemment, ça va ensemble. On ne peut pas se contenter de prendre des mesures de coercition. Il faut aussi une prévention, une formation, expliquer comment ça marche et pourquoi il ne faut pas faire ci, pas faire ça, etc. Enfin, l'attrait de l'interdit est toujours très fort. Hein, surtout en France. Donc l'interdiction se justifie. C'est pas une censure, simplement c'est appliquer aux réseaux sociaux qui sont des médias la législation qui est en vigueur depuis maintenant plus d'un siècle. Mais est-ce que c'est crédible? Parce qu'en fait, on va passer à l'autre, on va dire à l'autre volet aussi de notre débat. Quand j'entends le ministre chargé de la fonction publique dire qu'on va tout doucement se passer des plateformes numériques américaines pour travailler dans la fonction publique et même à une plus grande échelle désormais essayer d'être en concurrence des États-Unis, est-ce que c'est crédible quand on voit qu'on a même donné pendant un temps certaines données de santé directement à Microsoft, y compris certaines données de centrales nucléaires? Est-ce que vous trouvez que c'est tout simplement réaliste, vous, Mathieu Hoc? Alors, c'est une excellente question. Moi, je pense effectivement la question sous-jacente, c'est pourquoi aujourd'hui l'Union européenne a démantelé un certain nombre de conglomérats industriels dans certains secteurs énergétiques, etc. Et pour autant, on se retrouve avec des réseaux sociaux américains qui sont en situation de monopole. Ça, c'est vrai que c'est une véritable interrogation que je me fais. Pourquoi l'Europe a surrégulé certains secteurs d'activité et n'arrive pas justement à enrayer la situation de monopole américaine sur cette question-là, alors que c'est une question qui est évidemment fondamentale. Je pense effectivement qu'il faut tendre vers des réseaux sociaux européens, c'est une évidence me semble-t-il. Il faut sortir, si je reprends l'expression de Arnaud Montebourg, de ce statut de colonie numérique qui est véritablement un vrai problème pour les citoyens, pour les usagers, mais aussi pour nos services publics. Si on prend par exemple le cas de Microsoft, alors là j'élargis du sujet des réseaux sociaux, mais c'est un véritable sujet. Ensuite, comment le faire? Là aussi, le problème, c'est que l'Union européenne, pour construire sa souveraineté numérique, a pris énormément de retard. Ça fait au moins 15-20 ans de retard en termes d'aspect normatif, en termes d'aspect également économique. C'est-à-dire comment se faire soutenir et faire émerger des grands champions européens des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est très compliqué. Laurent Geoffrin, sur ça, est-ce que la France est capable, ou même plus largement l'Europe, en effet, d'atteindre un certain niveau de compétitivité, de créativité, d'ingéniosité pour aller concurrencer les géants américains? C'est très difficile parce que ce sont des gens qui sont installés, qui y a un oligopole et le succès va au succès. Si vous êtes sur un réseau social où il y a beaucoup de monde, si vous le quittez pour un autre où il n'y a personne, évidemment, c'est pas très intéressant. Et c'est la situation actuelle. C'est qu'une fois qu'on s'est installé, le ticket d'entrée sur le marché est extrêmement onéreux, en fait. Et puis même, il y a aussi... Donc faire naître des concurrents valables et importants à Facebook ou même à X, c'est très difficile. On a essayé d'ailleurs, parce qu'il ces réseaux existent en Europe. Techniquement, c'est tout à fait possible. Ah oui. Mais on a des réseaux. Il y a les utilisateurs aussi. Et on a les compétences. Moi, je me souviens, pour aller aussi un peu sur le terrain politique, rappelez-vous, quand Elon Musk avait racheté X, on avait eu, mais alors une flanquée de journaux, dont je crois Libération, mon cher Laurent Geoffrin, qui avait dit, écoutez, on ne participe plus à ça. Exactement. Certains ont tenu parole. D'autres médias, des émissions. Oui, mais ils sont allés sur Blue, c'est ça, non? C'est ça. Il y a Blue notamment. Mais Blue, il n'y a pas grand monde. Donc, quand vous avez
vos followers c'est ça, c'est sur un réseau. Si vous changez de réseau, vous perdez tous vos followers. Alors il y a des applications, j'ai vu, qui proposent de les conserver et de les récupérer. Mais encore faut-il que plein de gens le fassent, autrement vous n'avez plus d'interlocuteurs. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Donc c'est ça, c'est la question des utilisateurs. Techniquement, c'est possible. À mon avis, ça ne se fera. Parce que si les Américains sont nos amis, pas très grave. Ouais, mais là, mais c'est plus le cas. Comme vous l'avez souligné, c'est ça. C'est plus le cas. S'ils deviennent des adversaires, c'est pas des ennemis. On n'est pas à faire la guerre aux Américains, mais enfin, ils ont tendance à aller dans ce sens-là. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Donc, si Trump s'il continue à insulter les gens, et à mépriser, et à nous traiter comme la cinquième roue du carrosse, peut-être qu'il y aura une prise de conscience. Et à ce moment-là, sur la base d'un patriotisme français ou européen éventuellement, on peut se dire, allons, achetons français. C'est une tendance qui peut... Pour l'instant, c'est pas le cas, parce que c'est très difficile de changer de réseau. Ça se produirait... L'idéal serait que les Américains disent... Comme sanction, on vous coupe les réseaux. Ah oui, ça serait bien. Ça serait bien, parce que alors là, du coup, il n'y a plus de concurrents. Là, comme ça, on peut développer les réseaux européens, ce serait formidable. Moi, ils ne le font pas parce que même du fameux chat, je crois, le chat qui était censé concurrencer ChatGPT. Bon, je crois que c'était bien à peu près une semaine. Je crois que on avait eu le droit à un propos d'Emmanuel Macron. Je crois que par la suite, ça n'a pas donné non plus grand-chose parce que retard technologique, parce il faut les investissements massifs pour aller vite. Ça, bien sûr, et ça illustre un vrai problème aujourd'hui de philosophie au niveau européen par rapport aux Américains, c'est que l'Europe se considère comme un grand marché de consommateurs. Elle ne se considère plus comme un marché, enfin comme un continent de producteurs. Et aujourd'hui, alors que les États-Unis et la Chine, si vous prenez les deux grandes superpuissances économiques, se voient à la fois comme des consommateurs, mais également des producteurs. La Chine a un marché intérieur très important, les États-Unis aussi, et pourtant ils produisent assez massivement. Or nous, sur la question des réseaux sociaux, mais sur énormément d'autres sujets au niveau européen, on ne se considère que comme des consommateurs, de simples consommateurs, et on n'arrive pas à imaginer ce que pourrait être une production à l'européenne, alors que l'Europe est jadis quand même un continent de producteurs et une terre d'innovation. C'est peut-être le continent qui a produit le plus d'innovation du monde dans l'histoire de l'humanité. Et comment aujourd'hui on en arrive à cela? Et en plus, on se retrouve envahi entre guillemets, par les États-Unis, mais également par la Chine, qui a par exemple, quand on prend TikTok aujourd'hui, quand on regardait les algorithmes TikTok au niveau occidental et au niveau chinois, on se dit mais il faut absolument bannir TikTok parce que ça crée. Ce ne sont pas les mêmes contenus du côté. Exactement, c'est pas les mêmes algorithmes, donc c'est pas le même contenu en Chine où c'est vraiment plutôt de l'éveil éducatif, etc. par rapport au niveau européen. Et donc on se pose la question, mais faut-il pas interdire TikTok parce que TikTok aujourd'hui crée une génération de débiles chez nous, alors qu'en Chine ça participe à éveiller la population. Laurent Geoffrin, sur cette idée que l'Europe ne soit aujourd'hui qu'un continent de consommateurs plutôt que de producteurs, vous le rejoignez, bien Mathieu, sûr, sur ça? Enfin, on produit quand même certaines choses. Oui. D'ailleurs, parce qu'on croit toujours qu'on est nul, mais on n'est pas si nul. Pourquoi Trump met des droits de douane s'il était si fort? Il n'a pas besoin de mettre des droits de douane, d'ailleurs, il ne met pas de droits de douane sur les services, il les met sur la production matérielle, sur l'échange de biens. Sur les échanges de biens, on est aussi bon que les Américains. C'est sur les services qu'on est nul, qu'on n'est pas très bon. Mais il faut revenir au général de Gaulle. Ah, alors Laurent Geoffrin, qui cite le général de Gaulle, là, je crois qu'il a compris comment tous nous amadouer. Mitterrand aussi était sur cette ligne-là. C'est quoi une politique d'indépendance? Ça consiste en quoi? En matière industrielle, le général a montré la voie, c'est-à-dire on fait une planification, non pas à la soviétique, mais souple, avec le patronat, enfin en négociant avec le patronat. On définit des filières stratégiques, prioritaires, on met de l'argent public et de l'argent privé, et on dit vogue la galère. Et c'est ce qu'on a fait dans plusieurs secteurs. À l'époque, ça a marché. Et on défend le marché intérieur. Et alors, on s'efforce de défendre, en tout cas, le marché européen, parce qu'on a un très vaste marché. Européen, on n'a pas besoin de l'ouvrir à tout vent, finalement. Mais il y a cette question aussi dans ce que vous soulevez, Laurent Geoffrin, et par rapport aux deux grandes puissances auxquelles nous sommes confrontés, que sont aujourd'hui les États-Unis quand même et la Chine, une part de naïveté. Alors certes, on produit beaucoup de choses, mais le peu qu'on produit aujourd'hui, on se le fait quand même bouffer par l'énergie, les panneaux photovoltaïques, les voitures. Aujourd'hui, on est vraiment coincé entre les arrivées massives. Moi, je dirais pas de naïveté. Je pense que c'est l'excès idéologique du libéralisme. Oui, parce que c'est. Est-ce que ce n'est pas une forme de naïveté, ça, de le libre-échange. Le libre-échange favorise tout le monde. C'est ça le dogme. Oui.
Donc toute la politique qui a été menée depuis les années 80, en fait, consiste à abaisser tous les obstacles au libre-échange. En France, en Europe, dans le monde, on a fait ça. Moyennant quoi, on a une révolte mondiale contre la mondialisation. C'est bien joué. Qui n'était pas si heureuse que ça finalement. Les peuples, en tout cas, ils sont pas d'accord. Il y a effectivement la doctrine de libre-échangiste, effectivement européenne, mais il y a aussi la doctrine écologiste. En tout cas, quand vous avez, sur les exemples que vous avez cités, aussi l'Union européenne, en voulant être plus écologiste que les écologistes eux-mêmes, a massacré un certain nombre de filières stratégiques. Et on arrive avec, surtout parfois, par pas mal d'incohérences. Nous, on avait publié un rapport il n'y a pas si longtemps que ça sur la question des voitures électriques. Par exemple, vous savez que l'Europe régule énormément les batteries électriques qui servent donc déjà, on ne produit pas assez de batteries sur le continent européen, même si ça commence à arriver. Et surtout, c'est qu'on a des normes punitives sur la production de batteries électriques, avec la norme Euro 7, me semble-t-il, de mémoire, qui empêche de produire massivement des batteries électriques. Sur les pneus aussi, alors même que l'on dit aux Européens qu'il faut quitter le thermique pour l'électrique. On se met nous-mêmes des propres bâtons dans les roues. Et parfois, au nom effectivement du libre-échangisme, je suis d'accord sur certains points, mais également aussi au nom d'une certaine vision de l'écologie, on a massacré un certain nombre de filières industrielles et productives sur le continent européen. L'impératif écologique demeure. On peut faire comme Trump, dire de toute façon le réchauffement climatique n'existe pas et on fait ce qu'on veut. Il y a peut-être aussi un point d'équilibre. On peut le faire de manière plus nuancée sans massacrer des emplois en Sur ce qui s'est passé sur la voiture électrique, notamment Charles-Laurent Geoffrin, on n'a pas fait du Trump et pourtant je crois que tous les industriels, sans avoir, on va dire, une logique de à tout prix conserver leur industrie, ont quand même dit, je crois qu'on n'est pas prêt. Ça met une panade folle dans ce secteur et au détriment de notre filière automobile. Mais les industriels, ils n'aiment pas les normes par définition. Peut-être parce qu'ils en ont trop aussi. Peut-être trop, parce que vous savez, moi cette histoire de normes, il faut voir les deux côtés de la chose. Oui, mais quand c'est pour notre sécurité, tout le monde est d'accord. Quand il y a des accidents, on dit il n'y a pas assez de normes. Tout le monde commence à hurler, ou elles ne sont pas respectées. Mais quand on met les normes, les industriels disent mais non, on ne peut plus rien faire, c'est pas possible. Et ça. Donc il faut trouver un équilibre. Là, c'est pas noir ou blanc, et c'est pas avec normes ou sans normes. Il faut une norme intelligente. Non, mais il faut bien sûr des normes. L'idée, c'est pas non plus. C'est comme quand on critique l'impôt. L'idée, c'est pas de plus avoir d'impôts. On demande juste à ce que ce soit raisonnable, notamment sur les voitures. Oui, mais enfin, le fait d'avoir des contraintes écologiques, est-ce que c'est par définition déraisonnable? Mais ça dépend lesquelles. Moi, ça me paraît totalement raisonnable, surtout quand on voit l'état du réchauffement climatique, l'état de la planète et les enjeux auxquels on doit faire face. Entièrement d'accord. Personne, normalement, de bon sens le nie. Maintenant, encore faut-il que cela soit raisonnablement appliqué aux constructeurs pour que ça ne nous coûte pas, on va dire, finalement dans le futur, beaucoup plus que cela va nous aujourd'hui, va nous permettre d'affronter les enjeux de demain. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un monde ouvert. On est dans un monde qui devient de plus en plus compétitif. On ne peut pas s'aligner sur les plus polluants. Non, mais bien sûr. Mais on peut justement, par des mécanismes tarifaires, non tarifaires également, faire en sorte que ce soit les autres pays plus polluants qui puissent s'aligner sur nos standards. Et à partir du moment où ils ne le font pas, surenchérir de manière importante les importations, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de produire en Europe et surtout aussi en France, parce qu'on a perdu quand même 2 millions d'emplois industriels depuis 1980. Débat vaste, en effet, débat vaste et qu'on poursuivra certainement ici à Sud Radio. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans ce studio 11 dimanche matin. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, et Laurent Geoffrin, directeur de la publication du lejournal.info, quotidien en ligne sur lequel on vous retrouve, mon cher Laurent Geoffrin, et ex-directeur donc de Libération et du Nouvel Observateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon dimanche, messieurs. Et nous, c'est le camarade Jules Boscherini qui nous rejoint pour un On en parle consacré à un président de la République qui a un certain accent. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.